Le débat sur le franc CFA était presque absent de la campagne électorale, mais il revient comme une ritournelle. Pas tabou dans remue-ménage, RFM crève l'abcès. La grande coalition franco-chinoise à l'assaut de l'espace du marché africain commence posée en partenaire d'affaires de Paris et Pékin sans être une simple vache à lait. La géopolitique sous-régionale à l'épreuve de nos diversités culturelles et communautaires. Comment sauver le Mali, le Sénégal et les soubresauts annoncés à Banjul, Nouakchott et Conakry pour des années électorales incertaines? Quel leadership? Chez nous, le dialogue politique, quel cap pour le second mandat du président Macky Sall? Remue-ménage reçoit ce dimanche Monsieur Moubarak Lo, économiste, et Monsieur Malik Sané, économiste, chercheur enseignant à la FASEG. Remue-ménage, c'est ce dimanche à partir de 10h sur RFM avec Abdoulaye Cissé. Bonjour, bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir mes invités du jour. Moubarak Lo, bonjour. Bonjour. J'allais dire enfin, cela fait 3 semaines que nous essayons d'avoir cette discussion. Les agendas ne l'ont pas toujours permis. En tout cas, merci d'être ici. Vous êtes économiste, mais je suis très loin d'être exhaustif sur vos états de service. Permettez que j'introduise votre vis-à-vis. Professeur Malik Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à la FASEG. Je n'en dis pas plus, mais votre casquette d'expert des questions liées à l'économie international et en particulier au commerce international que vous enseignez nous seront utiles dans cette émission. La trame de notre émission reposera sur des questions d'ordre économique, des enjeux de développement du Sénégal en particulier. La chronique économique voudrait que les signaux soient verts pour notre pays dans ses perspectives, dans les perspectives économiques. Mais comment faire que tout ceci passe par une transformation réelle du pays et surtout une transformation du quotidien des Sénégalais? Dans l'entendement populaire, messieurs les invités, le pays est devenu attractif et surtout un terrain d'affaires des géants du monde. Comment se poser en partenaire d'affaires et rompre avec l'idée assez largement répandue d'ailleurs dans l'opinion d'être la chasse gardée d'une puissance coloniale, la France, qui pourtant semble prête à partager aujourd'hui avec la Chine. Jusqu'ici, l'Agence française de développement était le bras financier de l'investissement public de la France au Sénégal. Le président Macron de France et Xi Jinping de la Chine ont scellé à Paris l'alliance entre l'AFD et sa sœur chinoise, la CDB, la China Development Bank, pour officiellement le renforcement de l'action commune de Paris et Pékin au service du climat et du développement en Afrique. Autre chapitre à voir avec vous, le ministre français vient de boucler une tournée qu'il a menée dans différents pays en Afrique pour implanter le programme Choose Africa. On se demande quand même jusqu'ici qui choisit qui. L'Afrique a choisi ou a-t-elle été choisie? Avait-elle réellement le choix? Le développement suppose aussi le commerce, les échanges. On n'achète plus avec du sel, des courries, on achète avec des devises. Notre monnaie, le CFA, reste adossé à l'euro pour constituer ce qu'on appelle chez les initiés les devises. C'est peut-être d'ailleurs notre entrée en matière dans cette émission. Je n'ai pas envie, Moubarak Lo, de poser le genre de questions bateau, du genre faut-il ou pas sortir du franc CFA, mais j'ai envie de vous taquiner un peu. Vous êtes, au-delà d'être économiste, vous êtes imprégné de sciences politiques, de stratégie et de relations internationales. Quand on entend ici à Dakar le ministre français de l'économie renvoyer le débat au seul chef d'État pour en décider, 60 ans après l'indépendance, ça résonne encore vous voulez l'indépendance, alors prenez-la. Est-ce que, vous, en tant qu'économiste, vous regrettez que ce débat n'ait pas été présent dans cette campagne électorale dont on est sorti et qui a consacré quand même la victoire du président Macky Sall, qu'on n'ait pas assez posé ce débat sur la place publique à partager avec les Sénégalais? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un candidat qui en a parlé peut-être dans la pré-campagne. Après, il n'en a plus parlé. Il est clair qu'au Sénégal, il y a un besoin d'approfondir les débats. Je veux dire, aucun débat n'est tabou. On est dans une démocratie majeure. On devrait pouvoir, sur les grandes questions, avoir des débats de qualité, non pas se résumant seulement à des exclamations, mais des débats en profondeur, argumentés, avec des analyses en profondeur. Et donc sur ce thème-là, effectivement, on aurait pu avoir un débat national, en tout cas qui engage tous les politiques, avec des positions argumentées. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce débat. J'espère que dans le futur, qu'il y aura l'occasion de le faire. J'ai fait ce qu'on appelle en français de la prétérition. Je vous annonce que je ne vous poserai pas la question, mais je vous la pose quand même.
parce qu'il faut bien en débattre sur le franc CFA. Mais quand c'est le ministre français qui finalement presque nous dit d'en débattre entre nous, finalement les afrocentrés vont presque dire nous n'avons plus envie d'en débattre parce que c'est comme une injonction. Bon, je dois dire que au niveau des chefs d'État, une décision a été prise de créer une monnaie ouest-africaine. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui est dans l'agenda. Une feuille de route a été définie. Le président du Niger, avec d'autres chefs d'État, est chargé de faciliter la mise en œuvre de cette feuille de route. Et vous savez, sur les questions monétaires, on peut autant en parler, disons, entre des économistes ou des gens de la société civile ou dans la classe politique. Mais quand vous gérez un État, c'est des questions sur lesquelles vous devez être très prudent. Parce que toute analyse ou toute sortie peut être interprétée d'une façon et d'une autre. Et ça peut avoir des impacts sur votre monnaie et sur la circulation des capitaux. Donc, c'est tout à fait normal que les États en Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, qui sont dans la zone franc, officiellement n'en parlent pas beaucoup. Parce que dans la monnaie, il ne faut pas beaucoup en parler. Et c'est seulement ceux qui ne connaissent pas les aspects monétaires qui poussent pour que les États se prononcent. Vous savez, dans certains pays, il suffit d'une seule déclaration pour que du jour au lendemain, le cours de votre monnaie change énormément. Malick Sané, est-ce que ce n'est pas souvent un paravent, le chiffon rouge qu'on agite, peut-être pour éviter aussi que ce soit un débat public partagé par une plus large opinion, de dire attention, il faut y aller avec prudence, mais faudrait-il prendre la décision politique? Est-ce que c'est le moment justement de l'envisager? Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que ce débat-là, il est récurrent. Il date véritablement de très longtemps. Les questions sur la sortie ou le maintien de nos pays sur la zone franc, c'est un débat qui quand même est revenu ces dernières années. Et je crois que c'est salutaire pour que tout le monde puisse quand même en parler, aussi bien la société civile, aussi bien les hommes politiques, mais également les économies. Parce que c'est une question de société, c'est une question quand même qui a une dimension historique, c'est une question qui a une dimension politique, mais également une dimension, bien entendu, économique. Et ce débat, je pense, il est très utile, mais je pense qu'il y a le fait que nos pays, effectivement, ne communiquent pas beaucoup, n'est-ce pas, sur cette question-là. Et je me demande d'ailleurs pourquoi. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Moubarak, nos pays s'inscrivent dans la perspective de la création d'une monnaie unique, CEDEAO. Et cela relève même du traité d'Abuja de 1991, qui a été ratifié en 1994, dans la perspective de la mise en place de ce qu'on appelle la communauté économique africaine à l'horizon 2028. Et il s'agit bien sûr de passer par étapes. L'une de ces étapes, c'est la zone de libre-échange continentale, entrée en vigueur, disons, en 2008, et bien entendu qui était initialement prévue pour 2017. Donc il y a un léger décalage. À la suite de cela, il y a d'autres étapes qui vont aller vers l'union douanière, le marché commun, l'union économique, jusqu'à la monnaie unique africaine prévue à l'horizon 2028. Mais en attendant, on a divisé l'Afrique en 5 régions, dont la CEDEAO, et il est question de mettre à l'intérieur de chacune de ces régions une monnaie unique pour pouvoir les fusionner à l'horizon 2027-2028. Ce sont les pays de la CEDEAO qui avaient estimé que nos pays étaient suffisamment en avance pour véritablement ramener cette échéance-là à 2020 au lieu de 2025, et le travail se poursuit. Quand même, il y avait des préalables qui avaient été prévus, notamment la mise en place de ce qu'on appelle la ZMAO, qui devrait réunir les pays hors CFA à l'intérieur de la CEDEAO. Cela n'a pas été fait. Néanmoins, certains pays ont considéré que l'horizon 2020 sera maintenu et les pays qui seraient prêts pourraient entamer cette monnaie-là et les autres les rejoindront. Moi, de mon point de vue, 2020, ça me paraît aujourd'hui trop rapproché. Parce que la question de la monnaie, c'est une question assez sérieuse, c'est une question technique qui demande véritablement un travail en profondeur pour mettre un peu les économies en convergence pour que le choc de la fusion ne puisse pas véritablement déboucher sur des désagréments, mais plutôt sur, en tout cas, des perspectives plutôt favorables. Je crois que ce débat-là
aurait pu en tout cas être davantage popularisé pour montrer que nos pays ont des perspectives par rapport à la déclaration du ministre français. Mais ce n'est pas également quelque chose de nouveau. Que je sache, le président Hollande, devant l'Assemblée nationale au Sénégal, avait affirmé la même chose. Le ministre de l'économie, Sapin également, en visite au Sénégal, avait effectivement affirmé la même chose, comme l'a dit le ministre Le Maire. Il s'agit pour nos pays véritablement de prendre leurs responsabilités et d'aller vers la voie qui, en tout cas, est aujourd'hui tracée. Et pour moi, la création de la monnaie unique réglerait véritablement beaucoup de problèmes qui sont reprochés, bien sûr, à notre appartenance à la zone franc. Dans les deux cas, il y a des contre-exemples de pays qui ont leur monnaie et qui se portent bien et d'autres pays qui ont leur monnaie et qui ne se portent pas du tout bien. Mais dans l'absolu, à considérer que c'est acquis, une question à tous les deux et puis on avance. Expliquez à un profane, qu'est-ce que cela change pour lui au-delà de la souveraineté monétaire qu'on peut revendiquer à notre appartenance à l'Afrique, à une zone de communauté de biens, au-delà de la souveraineté monétaire, qu'est-ce que ça change pour le Sénégalais de commercer avec une autre monnaie, étant entendu que ce sera juste en valeur qu'on achète avec du sel, des coris, du CFA, on évalue la valeur. Qu'est-ce que ça change? Ou alors, c'est à un niveau macro pour permettre à nos États de tirer plus bénéfice de leur balance commerciale, à considérer que pour le Sénégal, pour ce qui nous concerne, les signaux sont au vert et qu'on a intérêt à avoir une monnaie plus implantée pour y arriver. Bon, disons que l'élément clé, c'est au-delà de l'instrument d'échange que constitue la monnaie, c'est d'abord et avant tout la politique monétaire. Et la politique monétaire, maintenant, il faut regarder ce qu'on appelle les cibles d'inflation. Parce que suivant que vous choisissez une politique monétaire restrictive ou expansive ou accommodante, comme on dit, vous pouvez tolérer plus ou moins l'inflation. Si vous comparez les choix d'inflation dans les pays de la zone franc et dans les pays de la zone euro, c'est des pays qui n'aiment pas l'inflation. Donc les objectifs en termes de cible, c'est de ne pas dépasser 2% pour la zone euro et 3% dans la zone franc. Alors que si vous allez dans les autres pays comme le Nigeria, même la CEDEAO, tout à l'heure mon ami Malik Sané a parlé de la ZMAO, aujourd'hui l'objectif d'inflation c'est 10%. D'ailleurs c'est ce taux qui est retenu pour la CEDEAO, pour la convergence. Donc vous voyez qu'il y a un gap entre 3% et 10%. Bon, maintenant, les économistes disent toujours que si vous laissez filer un peu l'inflation, vous allez créer un peu plus de croissance. Et donc un peu moins de chômage, un peu plus d'emplois. Donc c'est cette croyance que le fait de pouvoir avoir une monnaie autonome permettrait de libérer un peu l'inflation et donc de générer un peu plus de croissance. Mais c'est une croyance. Parce que si vous regardez récemment, vous avez beaucoup de pays de la zone franc qui ont eu à la fois une inflation faible et des taux de croissance élevés. Ce qui n'est pas totalement conforme à l'enseignement des théoriciens de l'économie. Et donc c'est pour vous dire que, pour répondre à votre question, aujourd'hui, le changement du choix monétaire n'aurait pas un impact, selon moi, déterminant sur le futur de notre croissance économique. Aujourd'hui, les enjeux pour des pays comme le Sénégal sont plus structurels que conjoncturels. Parce que la monnaie d'ailleurs, tous les économistes en conviennent pour l'essentiel. Pour certains, d'ailleurs, ça ne sert à rien de toucher à la monnaie est neutre. Mais même pour les keynésiens qui demandent à ce qu'on utilise la politique monétaire pour domper la croissance, c'est plus au niveau court terme. Et quand vous avez une baisse de croissance ou une phase difficile, de pouvoir relancer en jouant sur la monnaie, soit en injectant plus de liquidités, en baissant les taux d'intérêt, etc. Mais au niveau structurel, nous avons des problèmes structurels, des problèmes de compétitivité. Parce que, et ce n'est pas nécessairement la compétitivité prix. Au niveau prix,
nous avons des salaires relativement faibles par rapport à tous les pays du monde. Si vous comparez aujourd'hui le salaire minimum au Sénégal et à la Chine a au moins 3 à 4 fois notre salaire minimum. Malgré tout, quand nous arrivons sur les marchés, il y a les Chinois et il n'y a pas les produits sénégalais. Et donc, nous avons peut-être des pays africains, la bataille, c'est d'abord la compétitivité produit. C'est-à-dire comment faire pour mettre sur le marché des produits adaptés à la demande mondiale et des produits aussi valorisés qui sont demandés, mais également des produits de qualité. Donc la bataille est là. Ensuite, respecter les délais, assurer le suivi après-vente. C'est ça les vraies batailles aujourd'hui. Donc vous avez des problèmes d'infrastructure, vous avez des problèmes de logistique, des problèmes de capital humain, des problèmes d'emballage, des problèmes de développement du secteur privé. C'est ça les vraies questions aujourd'hui qui devraient nous animer. Mais vouloir penser qu'il suffirait juste de nommer autrement notre monnaie pour que tout s'emballe, je veux dire, c'est illusoire. Je dois même vous dire qu'aujourd'hui, les pays de la zone franc en Afrique de l'Ouest font beaucoup mieux que les pays non zone franc, aussi bien en termes d'inflation qu'en termes de croissance. Pour chahuter, on aurait même pu dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux être dans zone franc que dans nos zones francs. Ce n'était pas vrai peut-être historiquement, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'est pas pour dire que nécessairement qu'il faut poursuivre, mais juste appeler à la prudence. Malick Sané, je vous donne la même question, mais je reste avec Moubarak sur quelque chose qui vient d'évoquer sur la compétitivité, cette notion de compétitivité. Il y a quand même quelque chose qui entre en contradiction, d'autant que nos pays n'arrivent pas à attirer ces entreprises qui délocalisent, qui préfèrent aller dans les pays de l'Est et peut-être même délocaliser jusqu'en Chine parfois. Et vous venez de nous dire que nos pays sont plus compétitifs en matière de salaire, sont plus attrayants pour ces entreprises. Pourquoi on n'arrive pas, nous, à attirer ces grandes entreprises qui s'implantent un peu partout dans le monde, dans les processus de délocalisation qui permettraient de lutter quand même contre le chômage et l'emploi? Bon, vous savez, en matière d'attraction de l'investissement, le facteur prix n'est pas le plus déterminant. Le facteur coût. Donc, vous pouvez amener les salaires vers zéro, donner des incitations fiscales, voire même financières. Ce n'est pas pour autant que les entreprises vont venir, parce que les entreprises vont venir parce que vous avez le capital humain qu'il faut, parce que d'abord, il faut faire des produits qu'on peut vendre sur le marché mondial, parce que les entreprises qui viennent ici, tourner notamment vers l'exportation, ils doivent vendre sur les marchés américains, européens, asiatiques, avec des normes. Et donc, si vous n'avez pas le capital humain capable de produire dans les délais les produits de qualité, même si le salaire est bas, à la fin de la journée, ils ne pourront pas vendre. Deuxièmement, il y a l'environnement global des affaires. Donc, ça, c'est les déterminants. On est bien coté quand même à ce niveau. Le Doing Business, quand même, place bien le Sénégal sur l'environnement des affaires. Bon, on a beaucoup d'efforts à faire. On en reparlera de toute façon, puisque je pense que ça nous ramènera à la zone économique où on implante quand même, où on essaie de former le maximum d'artisans en mesure d'absorber peut-être ces offres. Malick Sané, sur la structure monétaire, qu'est-ce que ça peut changer pour le Sénégalais, ou alors on reste sur des agrégats macro pour nos États? Oui, je pense que le débat existe depuis très longtemps sur l'effet de la monnaie dans l'économie. Moubarak venait de dire tout à l'heure que pour certains économistes, notamment les néoclassiques, la monnaie est neutre. Alors que pour les keynésiens, la monnaie est active, peut effectivement être utilisée comme instrument de relance lorsque l'économie est en situation de sous-emploi, de crise. Et la relance peut se faire au travers de la politique monétaire qu'il a décrite tout à l'heure. Et de ce point de vue, effectivement, je pense que l'utilisation de la monnaie peut effectivement régler bien des problèmes. Mais tout à l'heure, je voudrais rebondir. Vous avez parlé de questions de souveraineté monétaire. À ce niveau, je voudrais dire, dès l'instant qu'on est dans une union, il n'y a plus de souveraineté monétaire, individuellement parlant, pour les pays. Parce que les décisions doivent se prendre de façon collégiale. C'est la même chose pour la zone euro, c'est la même chose pour aujourd'hui la zone CFA. Un pays peut être souverain dès l'instant qu'il a véritablement une monnaie nationale. Mais à l'intérieur d'une union,
les décisions devant se prendre de façon collégiale, véritablement, il est difficile de parler à ce niveau-là de souveraineté monétaire. Et la monnaie peut effectivement avoir un effet en termes, bien sûr, de gains en devise. Parce qu'une monnaie sous-évaluée ou une monnaie surévaluée, cela a des conséquences sur la balance commerciale. Parce que lorsque vous avez une monnaie relativement faible, cela permet à vos produits d'être compétitifs. Alors que lorsque la monnaie est surévaluée, ça veut dire que vous exportez difficilement et vous importez plus facilement, ce qui creuse le déficit de votre balance commerciale. Mais ici, le problème, c'est que avant de pouvoir exporter, il faut d'abord produire. Et on a véritablement un problème de production. La monnaie à elle seule ne peut pas régler ce problème. Il revient véritablement aux politiques publiques de pouvoir véritablement mettre en place une économie dynamique qui connaît une croissance avec véritablement une maîtrise des coûts. Et à ce niveau-là, véritablement, on a quelques soucis à se faire. Parce que vous comparez les coûts de production au Sénégal, on dit que sortie d'usine, nos produits sont compétitifs, mais il y a tout un environnement qui pose problème. La question des infrastructures. Prenez l'électricité. Au Sénégal, le coût de l'électricité est déjà 2 fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire. Si vous allez dans les pays développés... C'est en train de baisser. Oui, c'est en train de baisser. Mais on est encore loin par rapport à la Côte d'Ivoire. Si on compare par rapport à des pays développés, la Chine et autres, on a pratiquement un coût de l'électricité qui est 4 fois plus cher. On a les problèmes de logistique qui se posent également. Les questions de qualité, de normes. Tout cela, ça peut être réglé, mais il faut mettre en œuvre des politiques économiques véritablement idoines. Et ça rejoint les problèmes structurels, certainement, dont parlait Moubarak. On avait un problème plutôt structurel dans nos économies. Absolument, on a des problèmes structurels. Je pense que parmi ces problèmes, il y a les infrastructures. Parce que ce qui fait l'attractivité, c'est véritablement un environnement propice. C'est tout ce qui est lié aux infrastructures, c'est important. C'est également le marché. Nous sommes aujourd'hui dans la CEDEAO. On a un marché de 300 millions de consommateurs. C'est véritablement attractif. C'est également, comme troisième variable, les ressources naturelles. L'Afrique en dispose, en particulier nos pays, et le Sénégal dans la perspective du pétrole et du gaz. Donc ça, c'est des éléments absolument importants. Mais à côté, il y a des manquements. Les manquements, bon, j'ai parlé des infrastructures, mais également c'est la main-d'œuvre. Nous sommes dans un environnement où le chômage est massif, mais où véritablement on manque de main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises, quand elles s'installent, il faut qu'elles puissent véritablement trouver la main-d'œuvre. Ici, on a des problèmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est question de mettre en place les ISEP, les instituts supérieurs professionnels. Parce qu'effectivement, et c'est valable pour l'ensemble des pays africains, la main-d'œuvre doit être formée véritablement pour son employabilité. Les entreprises viennent ici avec beaucoup de problèmes. Autre chose, c'est les normes, tout ce qui a trait à la compétitivité de nos produits qu'il faut accompagner par un appui efficace, mais également par, en tout cas, l'adoption de normes qui tiennent par rapport aux standards internationaux. Ça, c'est des éléments, effectivement, qui nous font défaut et qui fait que, par exemple, vous prenez l'Afrique, c'est seulement 2% de l'investissement étranger à travers le monde. 54 milliards l'année dernière sur un volume de 1600 milliards de dollars. Alors que ces investissements-là, véritablement, peuvent être très utiles à nos pays, à travers notamment les délocalisations industrielles. Mais à ce niveau-là, faute de pouvoir régler ce problème d'environnement des affaires, on a véritablement beaucoup de soucis et l'Afrique n'attire pas, malgré les potentialités dont elle dispose. Professeur Malick Sané, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, et Moubarak Lo sont avec nous. Il évoquait tout à l'heure quand même un marché de plus de 300 millions. 400 millions. Pratiquement 400 millions. Pour autant, et je le reprends, il disait que l'Afrique représente que 2% des investissements étrangers. 3%. Mais par contre, tout ce qui est investissement quand même en Afrique provient essentiellement aussi de l'investissement étranger, pour l'essentiel. Comment on fait? C'est pas totalement ça. C'est quand même... Aujourd'hui, les investissements
privés faits au Sénégal sont beaucoup plus élevés que Direct? les investissements... Non, les investissements des acteurs installés sont beaucoup plus élevés que les investissements Parle des investissements publics de l'État? Non, étrangers, je veux dire. Mais les investissements étrangers, on est quand même sous perfusion des investissements étrangers dans nos économies. Bon, vous savez, on mélange beaucoup de choses. Il y a les sociétés étrangères qui peuvent participer à nos appels d'offres. Mais ça, c'est des marchés publics. Donc, ça va être comptabilisé comme investissement public. Maintenant, l'investissement direct étranger, c'est par exemple une entreprise qui vient de Chine ou de France, des États-Unis, du Nigeria, qui vient produire ici, comme Dangote. Dangote, c'est un investissement étranger. Maintenant, si vous cumulez cet investissement étranger, aujourd'hui, direct étranger, selon les années, c'est entre 230 à 300 milliards. Ajoutez-y l'aide publique au développement aussi qui vient de l'étranger. Oui, mais parlons déjà de cet investissement étranger. Si vous comparez maintenant l'investissement privé fait par les acteurs au niveau local, c'est beaucoup plus important. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens ne le savent pas. Si vous comparez l'investissement total dans l'économie, la grande majorité, c'est de l'investissement privé, ce n'est pas de l'investissement public. Mais c'est vrai que sur les grands projets, là, c'est plutôt l'État qui s'est engagé. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui se confondent et souvent, on met tout dans le même sac. Mais ça fait qu'on est attractif et que l'investissement étranger se positionne aussi. Et ça me permet d'introduire d'ailleurs cette étape où la France et la Chine, ceux qui n'arrivaient pas jusqu'ici, ils étaient en compétition. Mais quand ils se mettent ensemble aujourd'hui pour prévoir de travailler pour l'Afrique, en partenariat avec l'Afrique, la question est comment on se positionne face à ce holding France-Chine à travers leurs bras financiers, l'AFD et la CDB, quand même pour être un partenaire en affaires et ne pas être une chasse. Je prends un exemple sur l'agriculture, par exemple, où c'est une idée assez répandue. On donne les terres à des entreprises chinoises ou même des entreprises qui sont financées par la République de Chine pour après des retombées qui retournent en Chine. Comment faire aujourd'hui pour être de véritables partenaires d'affaires pour le bénéfice du Sénégal, exclusivement en premier? Bon, le Sénégal n'est ni la chasse gardée dans notre pays, ni une vache à lait. Nous voulons être une star de l'émergence. Donc ce qui préoccupe le Sénégal, c'est de développer le pays et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. C'est ça qui préoccupe le gouvernement. Maintenant, nous sommes dans un monde globalisé où aujourd'hui, on a une économie ouverte. Ça a été démontré d'ailleurs que les économies ouvertes font plus de croissance que les économies fermées. Donc aucun pays aujourd'hui ne peut émerger sans s'insérer dans la globalisation. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de travailler en autarcie et de pouvoir accélérer son développement. Parce que tôt ou tard, vous allez avoir le problème du marché dont parlait mon ami Sané tout à l'heure. Donc forcément, il faut ouvrir. On cherche aussi les pays qui se sont développés, on les cherche encore, des pays qui se sont développés qu'avec des entreprises étrangères qui s'installent. Oui, à un moment donné, il faudrait que ce soit... Je peux vous donner l'exemple de la Malaisie. C'est pas tout à fait avec des entreprises étrangères quand même. Hein. Bon, à un moment donné, il y a eu du nationalisme, même du protectionnisme. Oui, c'est pourquoi je commence toujours par ça. Disons que les stratégies de développement, il y a des stratégies que vous pouvez choisir à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, le développement national, le moteur doit être essentiellement national, local. Mais dans un premier temps, si vous regardez beaucoup de modèles, effectivement, des pays ont pu accélérer avec un afflux massif d'investissements étrangers, notamment dans les zones économiques spéciales. Même la Chine a eu à recevoir beaucoup d'investissements étrangers. Donc tous les dragons asiatiques, les tigres, ils ont tous bénéficié de cet investissement étranger. Puis il y a peut-être l'exemple de la Corée et de Taïwan qui dénote un peu, parce que la Corée s'est appuyée essentiellement sur des grandes entreprises soutenues par l'État, comme Samsung, comme Hyundai, etc. Et Taïwan, c'est des PME qui ont soutenu la croissance à Taïwan. Mais les autres modèles
ont beaucoup bénéficié de ces investissements étrangers. Donc, l'investissement étranger, ça peut être un avantage pour le pays. Maintenant, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer d'abord en exigeant le transfert de technologie, mais deuxièmement, en promouvant le partenariat avec les acteurs locaux. C'est ça qui permet que progressivement ces acteurs locaux, s'approprient la technologie au niveau mondial, mais également s'aguerrissent pour pouvoir demain être eux-mêmes de grands champions. Tous les pays qui ont réussi, c'est un peu ces stratégies qu'ils ont choisies. Je vous ai cité la Malaisie tout à l'heure. J'aurais pu vous parler de Singapour ou de Thaïlande. Dans les perspectives 2035, je parle du PSE, est-ce que cette notion-là est bien intégrée? Je sais que beaucoup d'économistes ont travaillé sur ce projet-là. Est-ce que vous pensez qu'on a définitivement intégré cette notion de transfert de technologie, de partenariat avec le privé local sur certains grands projets, grands chantiers pour être autonome demain? Bon, disons que ça a été fixé comme objectif. Maintenant, il faut opérationnaliser, il faut faire des plans sectoriels au niveau industriel et clarifier davantage ce type de concept, comment, dans le cadre des investissements industriels, développer ce transfert de technologie, mais également développer la part de l'entrepreneuriat national. Ça, c'est les plans sectoriels qui le règlent. Alexandre. Merci. Je voudrais dire que l'investissement étranger a joué un rôle important dans beaucoup de pays, en commençant par les pays asiatiques. C'était à l'époque les dragons, Corée, Taïwan, Singapour, tout ça. C'est également au niveau des tigres, Malaisie, Indonésie. Ça a été la même chose pour la Chine, parce que à travers les réformes de 1978, la Chine s'est ouverte aux investissements étrangers. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième pays qui accueille de l'investissement étranger à travers le monde. Il en est de même, par exemple, pour l'Inde. L'Inde, à travers les réformes de 1990, s'est ouverte et vous voyez qu'une décennie après, c'est des pays qui sont devenus émergents. Bien entendu, l'investissement étranger à lui seul ne peut pas régler tous les problèmes, mais c'est un complément parfois indispensable, en tout cas pour accompagner nos pays, notamment lorsqu'on a un niveau de mobilisation de l'épargne intérieure qui est réputé relativement faible. Mais l'investissement étranger, ça demande que nos pays puissent véritablement négocier avec leurs partenaires, qu'il s'agisse d'institutions multilatérales ou bien simplement d'entreprises multinationales. Parce que nous sommes dans un environnement capitalistique, chacun défend ses intérêts et il revient à nos pays, à l'occasion des négociations concernant l'investissement étranger, de faire en sorte que cet investissement-là puisse être gagnant-gagnant. Et c'est donc dans la négociation, c'est à nos pays véritablement de déployer toute une stratégie pour véritablement défendre les intérêts patriotiques. Je crois que les pays asiatiques en ont démontré véritablement l'efficacité. Parce qu'à ce niveau-là, l'État a été très présent dans les négociations, a accompagné également le secteur privé. Ici, effectivement, la question, c'est que le secteur privé est parfois laissé en rade. Et on ne peut pas se développer véritablement sans un secteur privé relativement fort. Bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande quand même un certain accompagnement. Mais il est absolument nécessaire que véritablement au niveau de nos pays, que le secteur privé puisse être davantage accompagné, que ce secteur privé puisse avoir encore davantage confiance, parce que c'est la confiance aussi qui fait l'investissement par rapport à nos pays. Et cela, l'État peut faciliter des joint-ventures, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement combler le déficit en matière de capacité financière, pour également combler le déficit en matière de capacité technique dont souffrent nos entreprises. Il y a des dispositions reconnues au niveau même de l'Organisation mondiale du commerce, c'est le minimum de contenu local qui voudrait que quand même les matériaux locaux puissent être valorisés en intégrant notamment le processus de production. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'investissement étranger peut être très utile. La preuve, encore une fois, le premier pays qui reçoit de l'investissement étranger dans le monde, ce sont les États-Unis. Même s'ils sont à la fois aussi le premier pays qui investit.
Mais l'investissement, il faut l'accompagner. Il faut également faire en sorte de pouvoir davantage mobiliser l'épargne intérieure. Ça existe en Afrique. Et l'orienter notamment à des fins d'investissement productif. Et parfois, ça fait beaucoup de défauts, mais tout cela relève en tout cas d'une stratégie de l'État, véritablement, pour les accompagner, les insérer. On a parlé effectivement du plan Sénégal émergent, qui entame sa deuxième phase, 2019-2023. 24, oui. Cela suppose bien entendu de mobiliser. C'est un programme qui va à 2035. Voilà, oui, qui va à 2035. Parce que cet horizon-là me paraît véritablement assez réaliste par rapport à d'autres plans qui mettent l'émergence en 5 ans, dans 10 ans. Mais 2015, si on travaille bien, ça me paraît un horizon relativement réaliste qui pourrait véritablement permettre à nos pays de sortir. Mais quand même, il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce qu'il faut savoir que pour l'heure, le Sénégal est un PMA, pays moins avancé. Et les étapes pays sous-développés pour aller à l'émergence, c'est encore quand même beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de défis à relever, mais tout dépend véritablement de la pertinence des politiques économiques. Parce qu'à mon sens, ce sont les bonnes politiques économiques qui permettent à un pays véritablement de réaliser des performances, et les mauvaises politiques, ça se paye par l'échec. Et donc, vous voyez, beaucoup de pays qui sont relativement très dotés, mais où véritablement, notamment l'État fragile, mais cela ne favorise pas du tout le développement, parce qu'on peut avoir la croissance sans le développement, dans la mesure où, comme on l'a vu ici, on a pu assister à une croissance qu'on appelle non inclusive. Et l'idée, c'est véritablement d'inverser la tendance, faire en sorte que cette croissance-là puisse être bénéfique à l'ensemble des composantes, et comme acteur principal, disons, le secteur privé qui doit véritablement prendre sa place et doit être associé aussi bien dans la définition, mais également dans la mise en œuvre des politiques économiques. Un dernier mot sur ce chapitre en rapport avec quelque chose que vous avez évoqué tous les deux et qui a trait au rapport État-privé national. Qu'est-ce que cela suppose? Parce qu'il était perpétuellement en débat entre l'État et le privé local. Est-ce que ça suppose un privé qui compte que sur les marchés publics de l'État ou alors de l'aide structurelle de l'État pour que ce privé puisse se structurer, aller à l'assaut aussi d'autres marchés et ne pas compter que sur des marchés publics pour vivre? Parce qu'à l'échelle nationale, on a l'habitude de dire qu'on a des champions nationaux dans beaucoup de domaines, mais des champions nationaux qui sont presque des géants au pied d'argile puisqu'on n'a que 3 entreprises qui sont cotées à la bourse. Nos champions nationaux n'arrivent pas à mobiliser peut-être des fonds, des financements sur le marché financier international ou sous-régional. Comment structurer la participation du privé dans l'investissement local? D'abord, un mot sur PMA et émergent. Je dois préciser que le Sénégal va être bientôt déclassé de la catégorie des pays moins avancés, parce que c'est un processus très long. Il faut avoir fait 2 revues. Donc vous pouvez même être en position de sortir, mais c'est la procédure qui a été retenue aux Nations Unies, mais très bientôt on va sortir de la catégorie des PMA. Aujourd'hui déjà au niveau PIB par tête, on est plutôt au niveau des pays à revenu intermédiaire, mais classe inférieure. Deuxièmement aussi, d'après mes recherches, parce que moi-même je fais des recherches sur le concept d'émergence, le Sénégal peut être émergent, mais que j'écris GEANT en 2025. Maintenant, en 2035, on peut être ce qu'on appelle émergé. Effectivement, au niveau mondial, nous sommes peut-être les premiers à faire cette distinction entre émergent et émergé. Les gens confondent dans émergent ce qui est émergé et à la fois ce qui est émergent. Mais si vous distinguez les deux, vous verrez qu'en 2025, parce que j'ai bâti un indice, aujourd'hui, en 2016, on avait un indice de 0,36. Vous êtes déclaré émergent si vous avez 0,5. Et si le Sénégal poursuit un taux de croissance de 7% à 11%, parce que n'oubliez pas que dans le deuxième PSE, l'objectif, c'est d'avoir un taux moyen de croissance de 9%. C'est ça qui a été retenu. Donc, si le Sénégal réalise ce taux de croissance, si le Sénégal améliore l'industrialisation, si le Sénégal améliore la sophistication de ses produits, diversifie ses marchés,
maintient un cadre macroéconomique sain, en 2025, je vous assure, le pays franchira allègrement ce score de 0,5 et donc serait déclaré émergent. Maintenant, pour devenir émergé, dans mon indice, il faut avoir 0,65. Il faudra maintenir, mais surtout parce que la croissance, à partir d'un certain moment, c'est difficile de faire mieux. Parce que, bon, historiquement, tous les pays qui faisaient, même la Chine, aujourd'hui, on note une baisse relative du rythme de croissance. La croissance est toujours positive, élevée, mais le rythme baisse. Avant, c'était 7 à 10%. Maintenant, c'était 6%. Et ça va peut-être converger vers 4, 3, etc. Comme les économistes disent, la règle d'or. Maintenant, donc la croissance, vous ne pourrez plus agir sur la croissance, mais vous pouvez agir sur la transformation. L'enjeu pour nos pays, au-delà de l'accélération de la croissance, c'est comment améliorer la transformation structurelle, augmenter les rendements dans l'agriculture, augmenter l'industrialisation, notamment la manufacture, mais également, quand vous produisez pour le monde, pour vendre, pour mettre sur le marché, que vous mettiez des produits à haute valeur ajoutée, diversifiés, sophistiqués, qui incluent de la technologie. Et tout ça est tout à fait possible pour le pays. Maintenant, pour répondre à votre question sur le secteur privé local, il faut les deux efforts. C'est-à-dire, le secteur privé local doit être le moteur de la croissance demain, et même aujourd'hui. Maintenant, il faut que chacun fasse des efforts. L'État est là pour créer, disons, un cadre approprié en termes d'accompagnement, mais également d'attraction. Parce que quand vous voyez l'État faire une zone économique, il n'y a pas encore d'entreprise, mais l'État prend le pari de mettre 30 milliards pour créer la zone économique de Diamniadio. Ensuite, vous avez les entreprises qui viennent. Et quand les entreprises viennent, maintenant, l'État va développer des investissements d'accompagnement. Avant, c'était des investissements d'attractivité. Donc, c'est les deux. Ensuite, l'État va mettre en place un environnement administratif dédié, des incitations. Une fois que tout ça est fait, maintenant, il faut que le secteur privé local prenne le relais et joue son rôle. Soit compétitif, soit déterminé, soit inventif, etc. Je pense qu'ensuite, le secteur bancaire peut aider aussi. Si cette alliance entre le secteur privé et l'État fonctionne, bien évidemment, le pays pourra émerger rapidement. Malik, très rapidement sur la structure du partenariat privé et l'État. Oui, d'abord un mot sur le statut de PMA du Sénégal. Parce que Moubarak dit effectivement que le Sénégal on va en sortir bientôt. Peut-être, c'est possible. Mais il y a 3 critères qui permettent de classer un pays PMA ou non. C'est le revenu par tête, c'est l'exposition au choc, c'est également une sorte d'un indice composite à l'image de l'indice de développement humain. Et depuis plusieurs années déjà, sous l'époque de l'Ancien Régime, le Sénégal avait satisfait la variable revenu par tête. Mais il n'en demeure pas moins sur l'indice composite et sur l'exposition face au choc, le Sénégal connaît encore des problèmes. Il y a des efforts fournis. Et depuis que ces pays-là existent, PMA, il n'y a que 4 pays qui en sont sortis. Et il faut véritablement s'assurer, sur une moyenne période, disons jusqu'à 5 ans, ce sont les performances soutenues et durables qui permettent à un pays véritablement de pouvoir sortir, d'être déclassifié. Et donc, pour l'instant, on a 4 années de croissance, mais il y a la question de la croissance non inclusive qui se pose. Bon, on verra bien. En tout cas, moi, je souhaiterais bien que le Sénégal puisse sortir, à l'image du Cap-Vert, qui est sorti et qui est un pays voisin, pas extrêmement doté, mais quand même un pays travailleur qui a pu maintenir ses performances. Par rapport au secteur privé, l'État a un rôle extrêmement important à jouer. Et je crois que dans toutes les parties du monde où véritablement des performances ont abouti à l'émergence, l'État a pu véritablement diriger
initié le processus à travers les bonnes politiques économiques qui donnent les résultats. L'État a su également diriger parce que l'économie n'est jamais un long fleuve tranquille. On est exposé à des chocs. Et là, ce sont les politiques économiques conjoncturelles qui parviennent véritablement de faire face et donc de faire repartir. Mais l'État doit également savoir laisser de la place, notamment au secteur privé national, pour le laisser grandir. Cet accompagnement, comme j'ai dit, c'est par le biais notamment des joint ventures. Lorsque l'État négocie, que certaines clauses puissent permettre au moins, comme le Ghana d'ailleurs l'a institué, qu'un certain pourcentage puisse revenir notamment au secteur privé local, qui doit prendre davantage de risques pour pouvoir véritablement jouer son véritable rôle. Messieurs, je vous sais brillant dans vos domaines. Merci d'être là. Bon, il va falloir juste pour dire que le Sénégal peut graduer en 2025. 2025. Alors, des paiements. D'accord. Bon, ok. On est au-delà du. D'après mes analyses. Ok. 2025, ça nous ramène après ce quinquennat qui commence. Alors, messieurs, il va falloir. Je vous disais brillant. Je vous le concède. Il va falloir faire un peu de magie parce que j'ai 5 minutes et j'aurai un mot aussi bien sur les interactions dans la sous-région. Tout est lié. Le risque sécuritaire avec le risque avec les enjeux de développement. Pendant qu'on met en place la zone de libre-échange, pendant que d'autres pays, le Rwanda va à l'OCDE, les ensembles sont dynamiques aujourd'hui. On a ici quand même un problème avec l'instabilité ou peut-être des problèmes sécuritaires au Mali et qui ne s'est pas exclu que ça puisse s'étendre ailleurs et ailleurs. Comment on fait pour allier le risque sécuritaire, les enjeux de développement, surtout notre interculturalité, avec les enjeux de développement économique? Et je vous le fais, chacun me le fait en 1 minute. Bon, vous savez, il n'y a pas de développement sans sécurité. Vous regardez tous les pays qui sont en instabilité, de manière tendancielle, leur taux de croissance en pâtit. Le Sénégal a su gérer toutes ces années, parce que la crise malienne date peut-être de 6 à 7 ans, ou 7 à 8 ans. Malgré tout, il n'y a pas eu d'impact sur le Sénégal. Donc, je pense que le pays a su gérer cette crise en partenariat avec le Mali frère pour ses conséquences sur le Sénégal. Donc, la même gestion va être continuée. Et donc, je ne vois pas d'impact. Et nous espérons même que la situation va s'améliorer rapidement au Mali parce que la CEDEAO et l'UEMOA ont besoin du Mali, d'un Mali fort, qui permettent de dynamiser l'économie régionale et le développement dans la région. Malik, ça mérite d'être pris en compte comme un enjeu de développement économique. Absolument, parce que effectivement, pas de développement sans stabilité. Et je crois que nous devons être extrêmement vigilants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali et faire en sorte véritablement que ces perturbations, guerres intercommunautaires, le djihadisme, tout ça, puissent véritablement être freinées. Et c'est dommage que le Sénégal ne fasse pas partie du G5 Sahel. Mais dans tous les cas, on est déjà présent au Mali et je pense qu'il faut surveiller avec l'extrême vigilance, n'est-ce pas, ce qui se passe au Mali, parce qu'on n'est jamais sûr, en tout cas, d'un retournement de situation. Il nous faut également être vigilants par rapport à nos voisins. Je pense que la Mauritanie, on a pu conclure un accord assez, en tout cas, historique par rapport au partage du pétrole. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a des problèmes, notamment par rapport, en tout cas, aux ressources halieutiques. On a également, bien sûr, des soucis avec un pays voisin, la Guinée. Et je pense que, en tout cas, la diplomatie devrait encore davantage permettre, en tout cas, une certaine stabilité, en tout cas, améliorer nos rapports avec nos pays voisins, notamment, véritablement, faire face, n'est-ce pas, aux problèmes sécuritaires. On n'a pas pu évoquer les perspectives internes à ces pays, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, qui s'acheminent à des années électorales. Moubarak, un dernier mot quand même. On est à la veille de la prestation de serment du président Macky Sall. On fête notre 59e année d'accession à la souveraineté internationale. Quel est le cap que les Sénégalais ont fixé au président Macky Sall, élu dès le premier tour avec 58%? À quoi on devrait s'attendre à 2024? Bon, on doit s'attendre on va travailler parce que moi-même je suis dans le gouvernement, pour accélérer le rythme de croissance et de développement dans le pays.
améliorer la qualité de vie, permettre à chaque Sénégalais, partout où il est sur le territoire national, de goûter aux fruits de la croissance et donc de pouvoir avoir accès à l'eau, à l'électricité, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'éducation de qualité. Voilà le grand défi. On va beaucoup travailler sur l'industrialisation et améliorer aussi la transformation structurelle de l'économie. Donc ce sera des inflexions notables dans ce second mandat. On prend rendez-vous dans 5 ans. Inch'Allah. Ce sera le dernier mot, Malik. Voilà, avec ce que dit mon ami Moubarak, Oui. arriver véritablement à maintenir la croissance et à la rendre inclusive. C'est également s'assurer d'une bonne gouvernance des ressources naturelles dans la perspective de ce qui se dit, pour que ces ressources naturelles, le pétrole, le gaz, puissent être véritablement une bénédiction et non pas une malédiction. C'est également avoir la paix, la sécurité et aller dans le sens véritablement de la mobilisation des ressources en vue d'une transformation structurelle. C'est un débat qu'on ne pourra jamais épuiser de toute façon, qui est un enjeu de développement. Merci. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Malik Sané, professeur, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Moubarak Lo, économiste, tous les deux économistes. Merci. Merci de nous avoir éclairés sur nos sujets. 11h dans nos studios, tout de suite le Flash Info et à la suite de Ndiogou Diène, le grand jury Babacar Fall qui reçoit Moussa Tine.